Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les gens étaient propres au Moyen-Âge ? Quelle odeur ils pouvaient avoir ? Comment vivaient-ils la saleté et la propreté dans leur vie quotidienne ? Comment l'envisageaient-ils ? Eh bien aujourd'hui, on va tenter d'apporter une réponse à cette question en suivant les médiévaux dans un geste qui nous est devenu totalement banal, la douche. Enfin, le bain quoi. Cuve en bois, savon, érotisme et soins du corps, vous saurez tout de ce moment intime et de la place qu'il tenait dans le quotidien des femmes et des hommes du Moyen-Âge. Alors prenez votre serviette préférée et c'est parti. Est-ce que vous connaissez la fameuse citation de Michelet sur le fait qu'il n'y a pas eu de bain pendant 1000 ans ? En fait, on la trouve dans son ouvrage qui s'appelle La Sorcière, paru en 1862. Il y dit exactement : la guerre que le Moyen-Âge déclara et à la chair et à la propreté devait porter son fruit. Nul bain pendant 1000 ans. Soyez sûr que pas un de ces chevaliers, de ces belles si éthérées, les Perceval, les Tristan, les Iseut, ne se lavait jamais. Soyez sûr, justement, je crois bien qu'on n'en est pas si sûr. Mais finalement, cette petite phrase assassine qui assimile le Moyen-Âge au cloaque de l'histoire, elle est tout de même intéressante, parce qu'elle nous amène directement au cœur du sujet. Tenez, réfléchissez rapidement aux objets et aux techniques que vous utilisez pour vous laver quotidiennement. Enfin, j'espère que vous vous lavez quotidiennement, quand même. Déjà, l'eau courante. Si vous avez vu C'est pas sorcier sur l'eau, vous devez déjà savoir que c'est une bonne galère technique d'amener l'eau jusqu'à votre pommeau de douche. Ensuite, il y a la douche, justement. Des carreaux de céramique, des joints en silicone, et puis un pommeau ultra sophistiqué avec 9 modes différents pour masser chaque partie de votre anatomie. Sans compter évidemment les trillions de marques de savon et de shampoing qui vous permettent de sentir à peu près n'importe quelle plante sur la planète. Force et éclat à la pomme vitaminée et aux feuilles d'olivier bio. Et en sortant de la douche, d'autres objets viennent à la rescousse de votre propreté. Le coton-tige qui vous astique l'oreille, le papier toilette et autres joyeusetés dont vous comprenez bien l'utilité sans que j'ai besoin d'en parler ici, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode là-dessus, et évidemment le déodorant, puisqu'il ne suffit pas d'être propre, il faut en plus que ça se sente. Oui, désolé pour ceux d'entre vous qui utilisent de la pierre d'Alain, ça ne suffit pas. Bref, avec ce petit panorama d'objets banals du quotidien, vous voyez déjà là où ça peut coincer. Comment les médiévaux auraient-ils pu avoir la même définition de la propreté que nous, sans avoir tous ces gadgets ? Et justement, prenons le temps de nous poser la question d'ailleurs. Ça veut dire quoi, être propre, exactement ? Eh bien, ce qui est rigolo, c'est que la réponse à cette question est à la fois individuelle et collective. On a tous fait l'expérience d'une perception différente de la propreté. Moi par exemple, je suis très à cheval sur la propreté de la vaisselle et je ne supporte pas la moindre tache sur une assiette ou un couteau. Par contre, je m'accommode quand même plus facilement d'un mouton de poussière. Pourtant, les deux sont sales, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je pense que pour moi, plus quelque chose est proche du corps, plus sa propreté doit être irréprochable. Vu que ma nourriture est dans l'assiette, mais que je ne me roule pas par terre très souvent, je suppose que c'est logique. Ça, c'est pour l'individuel, mais pensez à des situations où on doit se montrer sous notre meilleur jour. En entretien d'embauche, par exemple, lors d'un date, quand on rencontre les beaux-parents, ou le jour d'un mariage, par exemple. Là, dans ces circonstances qui sont très codifiées, il y a tout de même une propreté admise avec une définition claire. Cette définition, elle est visuelle déjà. Pas de saleté apparente, pas de cire dans les oreilles, pas de crotte de nez qui pendent, pas de merde au coin des yeux, bref, vous voyez le tableau. Les cheveux doivent être visiblement propres et pareil pour les vêtements. Mais cette définition est également olfactive.
Être propre, c'est également sentir bon le propre. Que ce soit la discrète odeur du déodorant ou l'odeur plus pénétrante d'un parfum quelconque, il faut qu'il y ait quelque chose, ou au moins rien du tout, une sorte d'odeur neutre. J'y suis pour rien si vous engagez n'importe qui. C'est quoi votre parfum? Alors je digresse, mais vous avez compris l'idée. La propreté, ça n'est pas uniquement une réalité objective, c'est avant tout une perception qui porte une imbrication très forte entre notre perception de nous-mêmes et la perception que les autres ont de nous. Et puis surtout, vous le savez, la propreté aujourd'hui, c'est une affaire médicalisée. Bah oui, en dehors de l'aspect agréable d'être propre et de sentir bon, on a pris l'habitude de se laver tous les jours pour des questions d'hygiène. Se laver les mains, par exemple, est devenu un impératif, surtout depuis l'époque Covid. On sait également que se laver régulièrement tout le corps permet quand même d'éviter pas mal de maladies. Et ça, cette vision médicalisée de la propreté, c'est-à-dire le fait de voir le nettoyage du corps avant tout comme une préoccupation de santé publique et individuelle, eh bien ça c'est un héritage des 19e et 20e siècles. Alors, on va pas trop rentrer dans le détail, mais retenez cette idée. La propreté est aujourd'hui avant tout un impératif sanitaire, puis un impératif de confort visuel et olfactif. Et on oublie souvent que la véritable révolution a surtout été le traitement des eaux usées, bien plus finalement que l'hygiène individuelle sur laquelle on a tendance à mettre l'accent. Au Moyen-Âge donc, vous l'aurez deviné, la perception est très différente. Mais elle existe, et surtout, elle évolue. Bah oui, le Moyen-Âge c'est tout de même 10 siècles d'histoire, et n'en déplaise à Michelet, c'est pas évident de résumer les pratiques d'hygiène de 1000 ans en une phrase. On va donc essayer d'élargir autant que possible nos horizons, mais vous allez voir qu'il y a tout de même quelques permanences. Plongeons donc, c'est le cas de le dire, plongeons donc dans le quotidien des médiévaux et goûtons avec eux les délices du bain. Ah oui, j'allais oublier un détail. Veille à ce que Lucifer prenne son bain. Hey, quelqu'un peut me dire ce qui se passe depuis quelques années là ? Franchement, je ne sais pas si c'est moi, mais depuis que tous ces barbares et tous ces chrétiens sont arrivés, c'est la débandade. Il n'y a plus un seul bain public qui tient debout. Et oui, les bains romains, les fameux thermes avec leurs mosaïques et leurs eaux tirées sur des dizaines de kilomètres pour alimenter le frigidarium, le tepidarium et le caldarium, ça laisse rêveur quand même. C'est vrai que ça en jette. Mais il faut avouer que cette fameuse tradition romaine a quand même du plomb dans l'aile à partir du IVe siècle, un peu partout dans l'Empire. Pourtant, le début du siècle correspond à une sorte d'apogée de ce système de bains publics. On estime qu'à Rome, sous le règne de l'empereur Constantin, il y avait plus de 800 bains de toute taille. Bon, la ville faisait pas loin du million d'habitants, donc rapporté à la population, ça fait pas tant que ça, mais quand même, les bains publics, c'est un marqueur de la civilisation romaine. Partout dans l'Empire, les notables locaux se sont empressés d'en construire pour montrer qu'ils étaient devenus de véritables Romains, comme par exemple les fameux thermes de Cluny, dont il reste de beaux morceaux à Paris, dans le 5e arrondissement. Mais justement, au cours du IVe siècle, ça commence à sentir le sapin pour les bains publics. Lentement, leur nombre commence à faiblir. Dans tout l'Empire, beaucoup d'entre eux tombent en ruine par manque d'entretien ou se retrouvent convertis en toutes sortes de choses qui semblent alors plus utiles aux habitants. Basiliques, forges, ateliers de salaison de poissons, quand ce n'est pas carrément une décharge. Il faut dire que c'est quand même une sacrée débauche de moyens humains, techniques et financiers qu'il faut déployer pour faire fonctionner ces gigantesques thermes. Forcément, entre les épidémies, les guerres et les invasions, on a autre chose à faire de son argent que d'entretenir de tels gouffres afriques.
Mais surtout, la triste réalité, c'est que les bains publics ne sont plus trop à la mode. Voilà, ils sont has-been en fait, donc on les laisse tomber petit à petit dans l'oubli. C'est d'ailleurs ce mouvement qui a fait dire aux historiens, dès le 19e siècle, que le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge avait été une catastrophe sanitaire. Plus de bains, plus d'eau abondante, bref, plus d'hygiène corporelle digne de ce nom, quoi. On serait passé, en l'espace de quelques dizaines d'années, d'une civilisation brillante, dont chaque membre était propre comme un sesterce neuf, à une civilisation dégénérée, baignant dans sa propre crasse. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Sauf que ça, c'est une vision qui est quand même un peu biaisée, il faut bien le dire. Et oui, puisqu'avec la révolution industrielle et le mouvement hygiéniste, les bains publics sont à nouveau à la mode au 19e siècle. À Strasbourg, par exemple, on a de magnifiques bains municipaux construits en 1908 sur le modèle des anciens bains romains, justement. Et on en trouve ailleurs. À Rennes, avec la piscine Saint-Georges par exemple, ou à Roubaix, avec la fameuse piscine de 1932 qui est devenue un musée. Le mouvement hygiéniste, en fait, c'est cette idée que la propreté corporelle et la solidité d'une société vont ensemble. En gros, si les membres de la société sont propres et sains, la société sera également saine. Bâtir une société donc qui est saine et forte, c'est donc avant tout laver le corps, et il y a un jeu de ressemblance entre le corps humain et le corps social. Et donc évidemment, l'Empire romain apparaît alors comme un modèle historique. Là-bas aussi, ils avaient de grands bains publics et des valeurs morales fortes. La preuve, ils ont conquis l'Europe. Alors est-ce que les Romains ont conquis leur vaste empire parce qu'ils étaient propres ? Ça, je sais pas. Il faudrait demander à Guillaume Diana du podcast Par le petit bout du mythe, il s'y connaît sûrement mieux que moi. Par contre, moi ce que je sais, c'est qu'il faut relativiser. L'importance des bains sous la Rome antique n'en faisait pas pour autant un lieu parfaitement propre et sain. Déjà, Rome, c'est quand même sacrément crado. Vous n'avez qu'à voir la représentation qui en est donnée dans la fameuse série Rome, produite par HBO, c'est déjà plus réaliste que Gladiator, du point de vue de la vie quotidienne en tout cas. Et puis ensuite, les termes romains ne connaissaient pas le chlore, donc je vous laisse imaginer le bouillon de culture que ça devait être quand vous faisiez mariner dans la même eau des sénateurs, des soldats et des artisans qui ne s'essuyaient aux toilettes qu'avec une éponge et un bâton. Il n'empêche, à partir du IVe siècle donc, cette tradition balnéaire commence à battre de l'aile. Cette déchéance de balnéarité, si on peut dire, tient en fait à deux facteurs cruciaux. Premier facteur, c'est le christianisme. Alors là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Attention, gros laïus anthropologique en approche. La société romaine classique, païenne, c'est une société tournée vers la vie publique. L'honnête homme, l'aristocrate, se distingue des autres par sa vertu et par son comportement en public. Pour ça, donc, il doit faire attention à son alimentation, à son exercice physique et à sa propreté. Habillé ou à poil dans les termes, on reconnaît facilement un aristocrate romain. Il prend soin de lui, il a un bon maintien, une bonne posture, bref, il fait aristocrate, en quelque sorte. Et le plus important, c'est le lien entre l'individu et la place publique, le forum. L'aristocrate romain est par nature une personnalité publique dont la mise reflète les vertus. Et avec le développement du christianisme, c'est renversement des valeurs. Dans les communautés chrétiennes, c'est la parfaite transparence entre l'intime et le collectif qui est mise en avant. Dieu voit à travers tous les voiles, il sait donc ce qui se cache au plus profond du cœur des fidèles. L'important, c'est donc désormais d'avoir un comportement qui respecte les principes fondamentaux de la vie chrétienne afin de montrer sa pureté intérieure. Le christianisme met donc beaucoup plus l'accent sur l'intime, sur le personnel et sur l'individuel. Et surtout, la morale de vie que construisent peu à peu les pères de l'Église s'éloigne radicalement de l'ancienne vision romaine païenne. Les pratiques hédonistes de soins du corps sont désormais vues par ces nouveaux directeurs de conscience comme étant superficielles, le chrétien devant surtout se concentrer sur le soin de son âme. Et ça renverse complètement la tendance, imaginez un peu. Sous l'Empire classique, c'était le corps des aristocrates qui exprimait leurs vertus.
Bien soigné, athlétique, propre, équilibré, contrôlé, le corps était donc un miroir des vertus individuelles. Avec le christianisme des premiers siècles, c'est l'inverse. Un corps trop bien soigné et trop bien entretenu devient au contraire le signe d'une vie hédoniste, tournée vers les plaisirs et non pas vers l'introspection et le soin de son âme. Et avec ce premier christianisme arrivent de nouveaux modèles qui, disons-le clairement, ne tourneraient pas dans des pubs pour du dentifrice. On a par exemple Jean Chrysostome, vous savez, un brave prédicateur qu'on a déjà rencontré dans l'épisode sur Noël au Moyen-Âge, 4e siècle, qui encense les moines errants. Ces saints hommes qui décident de tout plaquer pour aller vivre loin de la civilisation ramènent avec eux, quand ils reviennent en ville, la douce odeur du désert, comme il dit. Alors c'est une métaphore de leur sainteté, évidemment, puisqu'en toute bonne foi, on parlerait plutôt de l'horrible puanteur du désert. Ouah, c'est une horreur! Puah! Vous avez mangé un pneu ou quoi, là? Tenez, vous connaissez Siméon le stylite, par exemple. Alors lui, dans le genre allumé, il en tient une couche. Ermite depuis ses 13 ans, il en a tellement marre d'être tout le temps interrompu par des fans qui lui demandent un selfie, qu'il décide de partir vivre pendant 30 ans en haut d'une colonne de 18 mètres. Bon, forcément, à être exposé comme ça aux éléments, ça finit par lui jouer des tours, et il finit sa vie avec une cuisse complètement bouffée par un terrible ulcère. Mais c'est pas grave, au contraire, quand un médecin tente d'enlever les asticots qui pullulent dans la plaie, il se fâche et les remet dedans en disant « Mangez mes enfants, mangez ce que Dieu vous donne ». Voilà donc pour la propreté de ces nouvelles rockstars du christianisme naissant, c'est pas beau à voir. Cela étant, les rockstars actuels ne brillent pas non plus par leur propreté, donc je pense qu'il y a un motif à trouver ici. Est-ce que ce visage a l'air de sortir de la fontaine de jouvence? Deuxième facteur qui vient renforcer ce désamour pour les bains publics, c'est l'arrivée des populations barbares. Alors, je ne vous refais pas le topo sur les invasions, il y a un épisode entier là-dessus, mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les chefs barbares sont plus romains que les Romains eux-mêmes. Pour eux, la culture romaine a l'attrait du luxe et de la civilisation, et donc les aristocrates barbares sont au contraire plutôt fans des termes et de leurs délices. Par contre, la civilisation de ces peuples barbares, elle, diffère radicalement de celle des Romains sur la notion de bien commun. Chez ces peuples, la société est organisée comme une association d'intérêts privés. Les guerriers libres élisent leur chef, et celui-ci considère le pouvoir comme sa propriété personnelle finalement. L'idée donc d'un bien commun, d'un État qui gère le bien public, est étrangère au peuple barbare, alors qu'elle était essentielle aux yeux des Romains. De grandes constructions publiques comme les thermes n'ont donc plus vraiment lieu d'être en fait. À la rigueur, les grands chefs barbares peuvent les garder pour eux-mêmes, mais ils n'ont aucunement l'intention d'utiliser leur nouvelle fortune pour régaler le petit peuple, ça non. Voilà, donc on a compris, les thermes romains se transforment peu à peu en ruines. Mais dans le même temps, le recentrage typiquement chrétien sur la vie privée, sur l'intime, vient donner une nouvelle signification au bain lui-même. Déjà parce que le bain, l'immersion, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a un rôle tout à fait central dans la liturgie chrétienne avec le baptême. Jusqu'au 8e siècle au moins, le baptême se pratique d'ailleurs la plupart du temps tout nu, à l'âge adulte, en symbolisant une espèce de nouvelle naissance. En fait, le christianisme va doter le bain d'une nouvelle signification. En plus de l'aspect de propreté, l'immersion est désormais chargée d'un aspect symbolique de purification, en quelque sorte. Il devient fréquent de s'immerger avant les grandes fêtes religieuses ou après avoir accompli le devoir conjugal, par exemple, pour laver son corps et son âme en même temps. C'est des choses qu'on retrouve dans l'islam ou dans le judaïsme, par exemple. Chez les moines irlandais du 6e siècle, on procède même à des immersions durant des heures dans un baquet d'eau glacée pour éteindre le désir de la chair et pour se mortifier. Avouez que c'est pas si éloigné des start-upers qui prennent des douches froides le matin. Enfin, moi je le fais aussi, donc j'ai rien à dire. Bref, le bain n'est pas du tout rejeté, mais par contre il devient plutôt intime. Hormis le baptême justement, l'Église préfère que les fidèles se lavent de manière solitaire ou au sein de la famille à la rigueur, mais non plus entre citoyens comme c'était le cas dans la Rome impériale. Alors par contre, côté faste et luxe, là le bain public a toujours la cote. Charlemagne par exemple est connu pour être un grand nageur.
Il adore ça et il choisit justement l'emplacement d'Aix-la-Chapelle pour bâtir son grand palais juste à côté des sources d'eau chaude. Dans son palais d'ailleurs, il fait construire une énorme piscine dans laquelle il vient faire ses longueurs. Et on court pas près de la piscine! Et quand il a de la visite, c'est-à-dire tout le temps, eh bien c'est pool party pour tout le monde. D'après son biographe Éginard, on compte même parfois jusqu'à 100 nageurs en même temps. Ça fait quand même pas mal. En règle générale, le bain est d'ailleurs un rituel régulier pour les grands princes carolingiens et pour leur suite. La fréquence est généralement hebdomadaire et c'est toujours une occasion pour festoyer. Et il n'y a pas que les grands nobles qui se jettent à l'eau. Les évêques aussi ne disent pas non à un bon bain de temps en temps. Bon, de toute façon, les évêques sont eux-mêmes des grands nobles, donc finalement c'est logique. C'est d'ailleurs souvent chez eux qu'on retrouve les nombreux bains privés qui continuent à se construire dans les siècles suivant la chute de l'Empire romain. À Barcelone, par exemple, l'évêque construit ses bains privés dès le VIe siècle. À Reims, l'archevêque Rigobert fait carrément prolonger l'ancien aqueduc romain au début du 8e siècle pour alimenter sa piscine privée. Bref, on se la coule douce. En fait, sur les ruines de l'ancienne tradition romaine se construit une nouvelle façon de pratiquer le bain. Le privé remplace le public, mais le luxe demeure. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Occident que la tradition romaine perdure d'une manière ou d'une autre. Et oui, dans l'islam médiéval également, la tradition romaine a perduré sous une autre forme. C'est particulièrement vrai en Al-Andalus, donc dans la péninsule ibérique actuelle, où les bains se développent considérablement à partir de la prise de pouvoir des Omeyyades au début du 8e siècle. À Jaén, par exemple, on pense que les bains ont été utilisés sans discontinuer de l'époque impériale jusqu'à l'époque musulmane, en passant par l'époque visigothique entre le 5e et le 7e siècle. Pourtant, c'était pas gagné, car les juristes interprétant la loi islamique sont dès le départ très rigoristes quant à l'idée de prendre des bains en commun. Les fatwas, c'est-à-dire les réponses juridiques à des cas concrets de la vie quotidienne, se succèdent d'année en année pour interdire l'accès des bains à telle ou telle catégorie et à tel ou tel moment. Les femmes en particulier sont dans le viseur des juristes. Zone de tentation et d'abaissement des barrières de la pudeur, les bains qui se développent feraient courir le risque aux femmes de perdre leur vertu, vous imaginez. Shame. 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 La préconisation est donc de construire des bains séparés ou de diviser la journée entre des horaires pour les femmes, marqués par une corde tendue en travers de la porte, et des horaires masculins. On a par exemple cette fatwa qui est assez éloquente. Que le cadi convoque celui qui exploite le bain et lui ordonne d'en interdire l'accès aux femmes, à l'exception des malades et de celles qui se relèvent de leur couche, et qu'il exige que tout baigneur porte un caleçon. Bon, on peut penser que si les juristes s'égosillent à répéter la règle, c'est qu'elle n'était pas très bien suivie. Et de toute façon, la vapeur des étuves, les nombreux renfoncements dans le bâtiment et le faible nombre de fenêtres créent au sein de ces établissements une atmosphère pas franchement voyeuriste. Et alors ça ressemble à quoi finalement, ces fameux bains musulmans, ces hammams? Eh bien pour la plupart, ils capitalisent sur les techniques de construction empruntées aux Romains. Division entre salle froide et salle chaude, chauffage par hypocauste, c'est-à-dire par un sous-sol renforcé de gros piliers dans lequel la chaleur circule, mortier hydraulique à base de sable de rivière, de chaux et de poudre de tuileaux pour éviter que l'eau ne fuite un peu partout.
Par contre, la mode n'est plus tellement au grand bassin collectif où tout le monde s'égaye joyeusement, ça c'est terminé. Non, là c'est plutôt plusieurs petits bassins, chacun chez soi. On vient avec sa serviette et hop, c'est parti. On n'a pas tellement de sources pour le haut Moyen-Âge, mais on sait par exemple qu'au début du XVIe siècle, dans la description du diplomate Léon l'Africain, chaque baigneur a droit à 2 seaux d'eau chaude et de l'argile pour se faire frotter. Au-delà, il faut payer plus. Bah oui, le combustible, ça coûte cher. On peut également se faire teindre les cheveux ou encore se faire masser. J'aime quand on m'enduit d'huile. D'ailleurs, niveau combustible, le Sahib al-Hammam, le gérant de l'établissement, qui d'ailleurs dispose d'un bail, la plupart du temps il n'est pas propriétaire, le Sahib donc fait feu de tout bois. Tout ce qui brûle plus ou moins est balancé dans la chaudière. Bois, évidemment, mais aussi ajoncs, branchages, fumier séché et même les détritus de la cuisine. On a même retrouvé des os de poulet dans certaines chaudières. Enfin, on espère qu'ils ont été balancés après le repas quand même. Forcément, avec tout ça, les bains ne sont pas forcément très bien vus par la population. Il faut dire qu'il y en a plein. Au début de l'époque omeyyade, l'historien Al-Makari estime leur nombre à 300 dans la seule ville de Cordoue. Alors, il exagère peut-être un peu, mais on imagine toutes les nuisances qui peuvent être associées. Déjà, les étuves, ça fume tout le temps, et ça sent pas forcément la rose, vu tout ce qu'on met dans la chaudière. En plus, il faut bien que les eaux usées s'échappent quelque part, et dans la rue, ça fait vite une pataugeoire. Les autorités ont donc tendance à repousser les bains qui se développent dans les nouveaux quartiers extérieurs, dans le coin où on relègue généralement les poteries et les tanneries. Vous imaginez, vous sortez des étuves, tout propre et tout neuf, et là, paf, le fumé nauséabond des tanneries vous emplit les narines. Franchement, ça fait pas rêver. À Jaén, ils ne s'embarrassent même pas d'égouts, d'ailleurs. Les nouveaux bains en dehors de la ville déversent directement leur bouillon de culture dans les champs, histoire de faire de l'engrais. Mais non, c'est pas dangereux, voyons, pourquoi ce serait dangereux? Parce qu'il risque d'y avoir des restes d'excréments sur les pastèques, allons bon. D'ailleurs, rien à voir avec les pastèques, mais je vous propose qu'on retourne dans l'Europe chrétienne, parce qu'il se passe quelques petites choses au niveau du bain justement, vous allez voir, c'est assez marrant. Tiens, mais d'ailleurs on a traversé les Pyrénées sans que je vous parle de cette anecdote cocasse. Attendez juste 2 minutes, ça vaut le coup. En 1053, un souverain d'Al-Andalus accueille une délégation de Berbères chez lui. Alors, ils se détestent cordialement depuis des générations, mais le souverain semble vouloir enterrer la hache de guerre. Il offre donc à la délégation de leur payer le bain. Les Berbères entrent dans l'établissement et savourent l'instant, mais se sentent peu à peu un peu oppressés. Et pour cause, le souverain, qui n'avait en fait rien oublié des vieilles rancunes, a fait murer la porte et toutes les ouvertures. La délégation décède donc étouffée dans le hammam par la fumée de la chaudière, ce qui n'a sans doute pas arrangé les relations diplomatiques par la suite. Voilà, avouez qu'on s'en serait voulu de ne pas en avoir parlé. Bon, maintenant, retour à nos moutons occidentaux. Et oui, quelque chose se passe à partir du XIIe siècle. Alors, pour être honnête, c'est surtout que les sources commencent à se diversifier et à se multiplier, ce qui nous permet d'en savoir un peu plus sur la vie quotidienne. Bah oui, se laver c'est un acte assez banal au Moyen-Âge, ce qui fait qu'on n'en trouve pas énormément de traces, en fait. Après tout, pourquoi raconter ce que tout le monde fait et ce que tout le monde connaît? On a bien l'archéologie, mais un baquet en bois, ça se conserve quand même assez mal, et la plupart des gens n'avaient pas assez de biens pour rédiger un véritable inventaire après décès. On n'a donc aucune raison de penser que les gens du Haut Moyen-Âge ne se lavaient pas, par contre c'est difficile de dire exactement comment ils le faisaient. Mais voilà, à partir du XIIe siècle, ça va beaucoup mieux. Déjà les images se multiplient, notamment dans les manuscrits enluminés, où on commence à représenter de plus en plus de scènes de la vie quotidienne. Donc ça c'est bon pour nous.
On a aussi un intérêt médical nouveau pour le bain et notamment pour le thermalisme, avec des médecins qui commencent à écrire des bouquins sur la vertu de cette pratique. Et puis surtout, un nouveau genre littéraire se développe dans ces eaux-là et va amuser le bon peuple entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. Ce genre nouveau, eh bien, c'est celui des fabliaux. Ah, les fabliaux, franchement, ça c'est un sacré morceau. Alors comment vous décrire ça simplement ? En gros, les fabliaux sont des écrits versifiés, de longueur moyenne, un peu comme un genre de nouvelle sous forme de poème, si vous voulez, mais avec un double objectif. Le premier objectif, c'est de faire rire, et le second, c'est d'édifier, d'enseigner une morale. Un peu comme les fables de La Fontaine, en fait, mais avec un côté un peu plus... disons un côté plus outré. Et oui, dans les fabliaux, ça pète, ça rote, ça saute sur tout ce qui bouge, bref, on est clairement dans le registre de la farce. La plupart sont très crus d'ailleurs, et montrent une sexualité et une violence complètement débridées. Le tout inséré dans des histoires à rebondissement qui rappellent les meilleurs vaudevilles ou les séries du genre How I Met Your Mother. Des quiproquos, des mises en scène tarabiscotées, des retournements de situations cocasses, clairement on ne s'ennuie pas dans les fabliaux. Alors ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ces savoureuses petites pièces. En attendant, avec toutes ces sources, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur l'art et la pratique du bain au Moyen-Âge ? Eh bien déjà, le bain est un acte banal, je le redis. Pour un médiéval, se laver avec de l'eau, par immersion, c'est normal, c'est un geste de la vie quotidienne. Parmi les 3 éléments de confort qui définissent une maison agréable, on retrouve toujours le même trio. Un bon lit, un bon feu et un bon bain. Pour la grande majorité des gens, le bain se prend dans un cuveau, une sorte de cuve en bois, construite avec des douelles comme un tonneau, suffisamment grand au moins pour qu'on puisse s'asseoir dedans. La plupart du temps d'ailleurs, le cuveau est multifonction. Il sert aussi à faire la vaisselle et la lessive. À chacun son cuveau d'ailleurs. Pour les pauvres, c'est un truc à tout faire, et pour les riches, là il y a du choix. En 1451, par exemple, le grand prince du sang René d'Anjou, membre de la famille royale, s'achète 5 cuves baigneresses, comme on dit à l'époque. Dans les maisons bourgeoises, on peut même placer le cuveau sur des pieds en bois pour pouvoir le vidanger par le dessous en ouvrant une bonde qui coule dans un seau. Pour la plupart des gens, par contre, on se lave dans la salle principale. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans l'épisode sur le froid au Moyen-Âge. La plupart des maisons urbaines, comme rurales d'ailleurs, n'ont souvent qu'une, voire à la rigueur 2 pièces. Donc on fait ça en famille. Le dimanche, on sort le cuveau, on le remplit d'eau chaude et hop, toute la fratrie y passe. Dans les maisons bourgeoises, on peut faire ça dans la chambre, histoire d'avoir un peu plus d'intimité. Et quand on est vraiment pété de thunes, là on a carrément une salle de bain privative. Jacques Coeur, par exemple, fait construire dans son fameux hôtel particulier de Bourges une salle privée d'étuves avec son propre système de chauffage par le sol. Plutôt stylé, non ? Bon, là, on est au milieu du XVe siècle, mais on va en reparler. De toute façon, on l'a vu, dès le haut Moyen-Âge, les évêques ont déjà leur propre bain privé. Ce n'est pas un mauvais endroit pour un bain. Prends l'œuf avec toi et... cogite un peu dans l'eau chaude. Donc ça c'est pour le grand bain, l'immersion totale dans l'eau chaude. Mais ça n'est pas la seule forme de lavage. Non, non, non. Les médiévaux sont très soigneux en ce qui concerne l'apparence des parties du corps qui sont découvertes, c'est-à-dire le visage et les mains. Clémence de Hongrie, par exemple, la femme de Louis X, donc au début du XIVe siècle, avait à sa disposition plusieurs grands bassins à laver le chief, en métal, qui pesaient chacun 2 kilos. Donc on imagine qu'elle se lavait les cheveux dedans, une attention toute féminine, puisqu'on dispose encore de recettes de shampoing lavant ou de soins pour les cheveux destinés à ces dames. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'un tel luxe, on fait ça dans un seau, tout simplement. Et dans tous les cas, on ne rate pas ce moment essentiel, pivot de la relation aux autres. Avoir les mains et le visage propres, c'est une question de savoir-vivre. Donc hop, le matin au réveil, on se frotte joyeusement tout ça avec de l'eau et on se lave les pieds en rentrant des champs ou du travail.
D'ailleurs, dans les maisons médiévales, on garde toujours un pot sur le bord du feu afin d'avoir de l'eau chaude sous la main en toutes circonstances. Et oui, pas si crado que ça les médiévaux finalement. Et alors c'est quoi le rythme à peu près, pour le grand bain en tout cas? Alors là, c'est pas évident de savoir. Dans les contrats des artisans, on retrouve fréquemment au XIVe et XVe siècle des sommes d'argent pour aller aux étuves, donc au bain public, une fois par semaine environ, la plupart du temps le samedi. J'ai également trouvé un ouvrage de santé personnelle, Le régime du corps, d'Aldebrandin de Sienne, un médecin qui a écrit en 1256, qui préconise de baigner les enfants jusqu'à leurs 13 ans, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Bon, c'est un peu mince comme indice, mais une chose est sûre, le bain tous les 6 mois, c'est une légende. D'ailleurs, j'ai lu une étude super intéressante faite par l'IFOP le 26 février 2020, et franchement, on n'a pas de quoi se la raconter. Apparemment, un Français sur 4 ne se lave pas quotidiennement. Et en 1951, 10% seulement des sondés avaient accès à une salle de bain, et la moitié de la population ne se lavait pas non plus tous les jours. Donc bon... À toi! Non, messire! Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller! Alors évidemment, qui dit prendre un bain, dit avant tout trouver de l'eau et une base lavante, du savon ou du shampoing. Alors pour l'eau, en fait on est assez bien renseigné finalement. Et vous allez voir que le Moyen-Âge n'a pas grand-chose à envier à l'époque romaine, ni à l'époque moderne qui va suivre. En fait, on a 2 cas de figure. Soit on se trouve à proximité d'une source d'eau propre, que ce soit une rivière ou une nappe phréatique, et dans ce cas-là, ça va. Soit on n'a pas ce luxe et il faut faire venir l'eau d'une manière ou d'une autre. On en a déjà parlé, les médiévaux n'ont pas abandonné tous les aqueducs légués par l'Empire romain. Ils en ont même rénové et agrandi certains. Mais globalement, c'est vrai que l'époque s'y prête moins, quand même. La civilisation médiévale est rurale dans son écrasante majorité, donc les contraintes sont différentes de celles d'une civilisation urbaine comme les Romains. On rencontre tout de même encore de vastes réseaux d'adduction d'eau, comme à Provins par exemple, puisqu'en 1273, la ville de Provins a signé un contrat avec un fontainier nommé Jean de la Pisserotte. C'est pas une blague, le mec était vraiment fait pour ce métier. Il est chargé de construire un réseau de captage et d'adduction d'eau pour desservir toute la ville, et les habitants peuvent même payer pour que la conduite arrive jusque chez eux. Globalement d'ailleurs, à partir du Moyen-Âge central, on passe progressivement du système de rigole à l'air libre, qui s'était pas mal développé dans les siècles précédents, au système enterré, comme aujourd'hui, fait de tuyaux de terre cuite ou de plomb soudés. Il faut avouer que ça prend quand même moins de place, et c'est évidemment plus pratique. En tout cas, on ne lésine pas sur les travaux, parce que l'eau c'est quand même sacrément important. En 1070 par exemple, l'abbaye aux Hommes, une des 2 grandes abbayes de Caen, décide carrément de détourner la rivière du coin, qui s'appelle l'Odon, pour qu'elle passe désormais à l'intérieur de l'abbaye. Bah oui, c'est quand même plus pratique que de marcher jusqu'à la berge. Partout où c'est possible, on creuse des puits pour aller capter la nappe phréatique, y compris très profondément d'ailleurs. À Viviers par exemple, en Ardèche, l'un des chanoines a carrément fait creuser un puits de 36 mètres pour aller chercher la nappe, c'est quand même du grand art. Oh non! Et pourquoi vous avez posé le carrelage? Il fallait faire passer les évacuations d'eau. D'abord, il faudra tout reclasser maintenant. Ah, monsieur Malcoxis, je suis pas architecte, moi, je suis carreleur. Alors évidemment, l'eau courante n'est pas monnaie courante, c'est le cas de le dire. Sauf dans les demeures des plus riches et dans les grandes abbayes qui ont réalisé de titanesques travaux à cet effet, l'eau est plutôt disponible aux fontaines qui émaillent les grandes villes et où tous les gens du voisinage se retrouvent pour faire régulièrement le plein. Donc vous imaginez, quand on veut prendre son bain, on doit déjà commencer par se retrousser les manches et accepter quelques allers-retours jusqu'à la fontaine ou la rivière. Mais bon, la propreté n'a pas de prix, Et puis de toute façon, ce sera encore le cas pour beaucoup d'habitations, encore au milieu du XXe siècle, donc il n'y a pas de quoi se plaindre finalement. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps ou pour qui le point d'eau est difficilement accessible, il y a également des porteurs d'eau. À Paris au XIIIe siècle par exemple, on en compte 80 environ, et ils peuvent porter chacun une 40aine de litres par voyage. En Sicile, pour prendre un exemple plus exotique et plus ensoleillé, les villages les plus haut perchés ont fréquemment recours également à des porteurs d'eau qui remontent de la vallée avec leurs mules chargées de liquide. Apparemment leur honnêteté n'était pas proverbiale,
À Agrigente, par exemple, les règlements municipaux rappellent fréquemment que les porteurs d'eau ne doivent se servir que dans les fontaines destinées à la consommation humaine, et qu'ils n'ont pas le droit d'y faire abreuver leurs mules, puisqu'il y a une vasque spécialement prévue à cet effet. Mais bon, on imagine bien que le porteur d'eau en fin de journée, il a pas trop envie de faire 500 mètres de plus pour abreuver ses mules si personne ne regarde, hein. Ok, donc on a de l'eau, on va pouvoir se faire couler un bon bain. Mais alors qu'est-ce qu'on met dedans pour se dégraisser finalement? Bon bah déjà, on a du savon, et ça fait un bail, hein. On sait qu'au moins depuis l'Antiquité, les peuples barbares fabriquent du savon avec du suif, donc de la graisse animale, de la cendre et quelques plantes, hein, pour donner une odeur pas trop dégueu. Et oui, un savon finalement, bah, c'est tout simplement un corps gras, mêlé à un élément fortement basique, donc la cendre, bah ça marche. Aujourd'hui, on utilise de la soude, hein, mais le principe reste le même. Charlemagne, dans son capitulaire De Willis, qui date de la fin du 8e siècle ou du début du siècle suivant, hein, fixe le volume de savon qui doit lui être livré à 8 sautiers par jour, donc en gros 15 kilos de savon chaque jour. A priori, c'est du savon liquide, hein. Donc oui, même chez les Carolingiens, le savon coulait à flot, et il servait autant à se laver qu'à faire la lessive. Bon, l'ennui, c'est que ce savon de suif là, c'est pas très ragoûtant, hein, même si c'est efficace. Peu à peu, donc, à partir du XIIe siècle au moins, on voit apparaître en Occident le savon à l'huile d'olive, dont le fameux savon de Marseille. Sinon, on trouve toujours des plantes, hein, qui peuvent servir le même but, notamment celles qu'on appelle les saponaires, hein, c'est dans le nom. Allez, savonnez-vous de bon cœur, et insistez bien sur les pieds. À côté du savon, évidemment, il faut bien du shampoing pour se laver la tignasse. Bon là, autant vous dire que j'ai pas trouvé grand chose, hein, sur l'utilisation quotidienne du shampoing, ça reste assez mystérieux. Par contre, j'ai trouvé des recettes dans un bouquin du XIIIe siècle qui s'appelle L'ornement des dames. Je sais pas à quel point elles étaient utilisées, mais je peux toujours vous les donner. Alors, vous voulez quoi? Un shampoing antipelliculaire? Mais oui, j'ai ça. Attendez un peu. Voilà, c'est ça. Trotula fait disparaître les pellicules de cette manière. Elle prend de la semence d'ortie et la met à tremper 2 ou 3 jours dans du vinaigre. Ensuite, elle lave la tête d'abord avec une bonne lessive, puis avec ce vinaigre. Je suis pas dermato, hein, mais il me semble bien que le vinaigre et l'ortie, c'est quand même plutôt conseillé pour les pellicules. Bon alors sinon quoi d'autre? Vous voulez avoir des beaux cheveux, tiens? J'ai ça aussi, écoutez. Pour avoir une belle chevelure, prenez des quantités égales d'huile d'olive, de miel et d'alun. Jusque-là, ça va. Mélangez-les et ajoutez du vif argent. Alors là, ça se complique. Oignez le tout à plusieurs reprises. Bon, là c'est vous qui voyez, hein, mais c'est vrai que le mercure n'a pas très bonne réputation, mais pourquoi pas tenter, hein. C'est une blague, hein, attention évidemment, ne mettez pas de mercure sur vos cheveux. Bon, alors maintenant que vous avez un bon panorama, c'est le moment, je crois, de revenir à nos fameux fabliaux. Et oui, hein, je vous avais dit qu'on n'allait pas les oublier. Et vous allez voir, le monde merveilleux des fabliaux nous réserve quelques belles surprises. Dans les fabliaux, le bain, c'est hot. Et oui, on y découvre que le bain, loin d'être simplement un moment de détente ou de propreté corporelle, hein, le bain est avant tout un moment pour faire des galipettes. Avouez que vous l'aviez pas vu venir ça, hein. Et j'exagère à peine, que ce soit dans les fabliaux ou dans l'iconographie, le bain est presque systématiquement utilisé dans le but de représenter la gaudriole. C'est du voyeurisme, hein, franchement, moi je vois que ça. C'est donc le moment de s'intéresser un peu aux aspects symboliques du bain médiéval. Déjà, les fabliaux nous le montrent clairement. Le bain, c'est fortement lié au sexe féminin. Ce sont les femmes qui le mettent en place, notamment pour l'hôte de passage. Le bain est par nature une forme d'hospitalité en fait.
Faire couler un bon bain bien chaud pour le voyageur exténué, c'est quelque chose qui se fait, c'est même attendu. Ensuite, le bain, justement, c'est de l'eau chaude, qui excite les sens. Pour les médecins, le bain représente par excellence l'humeur chaude et humide, c'est-à-dire le sang, le moteur de la chair. Et puis, dernier élément qui donne ce dangereux parfum érotique et sexuel au bain, c'est qu'on est à poil, évidemment. Globalement, le Moyen-Âge est tout de même assez pudique, et il n'y a guère qu'au bain et au lit qu'on est complètement nu. D'ailleurs, les enlumineurs en profitent pour se rincer l'œil. Quand il faut représenter une scène de bain, généralement la meuf est complètement à poil. Le bain, c'est l'intime, c'est le secret. On le fait dans l'isolement de sa propre maison, au chaud, loin des regards indiscrets. Et en plus, il est fréquent de tendre un drap au-dessus de la cuve, un peu comme une tente pour faire une sorte de bain de vapeur, si vous voulez. Encore mieux donc pour s'ébattre en toute tranquillité. C'est donc le parfait moment pour introduire quelqu'un qui ne doit pas être vu. Et ça, dans les fabliaux et dans les farces en tout genre, on en voit plein. Dans un fabliau qui s'appelle Le Cuvier, une dame mariée profite de l'absence de son mari pour inviter son amant, qui est un clerc d'ailleurs, pour prendre un bain et sans doute faire autre chose après. Qu'est-ce qu'il faut à ton avis, Cléopâtre et Sésame? César. César. Ça doit pas être bien méchant. Sauf que malheur, le mari rentre plus tôt que prévu. Paniquée, la dame vide le bain dans la cour, vite fait bien fait, et en entendant le mari monter, elle renverse le cuveau et cache le clerc en dessous. Dans un autre fabliau, qui s'appelle Les Deux Changeurs, c'est l'inverse. La dame est mécontente que son amant l'ait offensée et elle décide de lui tendre un piège. Elle l'invite pour prendre un bain et le coquin s'imagine qu'il va pouvoir pécho lorsque son mari soudainement fait irruption, encore une fois, dans la pièce. Sauf que c'est un coup monté. La dame explique à son mari qu'elle est en train de prendre un bain avec une voisine qui est vieille et laide et qu'ils vont lui faire une petite farce. Son mari joue le jeu et commence par tâter l'eau avec sa main, puis il y met son pied pour voir si l'eau est bonne, et il s'apprête à rentrer dans la cuve sous les yeux écarquillés de l'amant terrorisé. Heureusement, la dame a eu ce qu'elle voulait. Voyant la frousse de son amant, elle demande à son mari d'arrêter la farce et libère le pauvre mec qui se terre dans la cuve. Et ce n'est pas que pour les femmes d'ailleurs. Dans le roman Flamenca, qui date du XIIIe siècle, le seigneur va prendre les eaux à Bourbon-l'Archambault, soi-disant pour se faire saigner et donc soigner sa maladie, mais dans la réalité, il a plutôt prévu du bon temps à barboter dans l'eau chaude avec sa maîtresse. Mais bon, vous le savez, quand on parle de bain coquin, ça n'est pas au bain privé qu'on pense, évidemment, surtout au Moyen-Âge. Non, non, non. Ce qu'on a en tête, c'est un endroit bien plus sulfureux, où la moiteur des corps n'a d'égal que leur nudité, un endroit sur lequel les médiévaux projettent tous leurs fantasmes, les étuves. Vous restez là, à trembler dans votre bain de vapeur. Et avec les étuves, on va commencer tout doucement à glisser vers la fin de la période médiévale d'ailleurs. Évidemment, les étuves, ça existe depuis belle lurette. Les Romains déjà aimaient suer dans les thermes, et comme on l'a vu, le hammam syrien ou andalou reprend largement cette tradition. En Occident, il semble bien qu'il y ait eu une sorte d'éclipse, ou au moins un déclin de ces bains publics, avant que la vapeur ne revienne à la mode et que les étuves ne fleurissent au cours du Moyen-Âge central. En 1292 à Paris, par exemple, on compte déjà 26 étuves. Les maîtres estuveurs, comme on les appelle, forment même une corporation disposant de leur propre statut, qui fixe notamment 2 points clés. D'abord, premier point clé, le prix. Et oui, se laver c'est important, et les étuves rendent presque un service public finalement. Les autorités cherchent donc à les rendre aussi accessibles que possible. À Paris donc, c'est 2 deniers l'entrée pour aller soit estuver, comme on le dit dans le règlement, et 4 deniers pour vraiment se baigner. Et alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas, finalement, 2 et 4 deniers? Eh bien, j'ai pas vraiment trouvé de données pour le salaire moyen au XIIIe siècle, mais en 1400, par exemple, un manœuvre, donc un travailleur de force, sans qualification spéciale, gagnait environ 36 deniers par jour. Donc franchement, ça va, le prix est raisonnable, clairement. Et deuxième point clé, c'est la réglementation de l'ouverture. Déjà, les estuveurs n'ont pas le droit d'engager des crieurs pour annoncer l'ouverture des étuves durant la nuit.
Et oui, les rues de Paris ne sont pas sûres, et l'ahuri qui sortirait de son lit avec sa serviette de bain autour du cou risquerait de tomber dans un guet-apens. De toute façon, il est interdit d'ouvrir les étuves la nuit, c'est le couvre-feu, et c'est bien normal, notamment avec les risques d'incendie. Interdiction également d'ouvrir le dimanche et le jour des grandes fêtes religieuses. Voilà, donc si vous respectez tout ça, vous pouvez ouvrir votre étuve et c'est parti. Et ça ressemble à quoi, une étuve alors? Pour la chaleur, déjà, on a une grosse fournaise, une sorte de chaudière si vous voulez, ou alors un poêle en céramique pour les régions germaniques et slaves. On peut avoir une ou plusieurs pièces en fonction de la taille de l'étuve et des services qu'elle propose. Un peu comme aujourd'hui, la partie bain de vapeur en tant que telle consiste en des rangées superposées de bancs le long des murs. Plus on monte haut et plus on sue, c'est logique. Souvent, on vous livre d'ailleurs tout le package en arrivant. Du savon pour vous laver et des branches de bouleau pour vous fouetter la peau et faire circuler le sang. N'oubliez pas votre drap de bain d'ailleurs, c'est quand même le minimum de la décence. Les étuves, c'est à poil quand même, donc votre drap de bain n'est pas là pour faire un pagne, on vous voit les pudiques au fond de la salle. Pardon, chef, peut-être que juste un petit slip. Tu quoi? Non, juste un petit slip, je disais ça histoire de... Quand il faut, chef. Si vous préférez barboter, c'est possible aussi. Dans une autre pièce, ou parfois dans la même si c'est une petite étuve, vous pouvez vous asseoir dans un cuveau et vous faire asperger d'eau bien chaude, parfois agrémentée de quelques petites plantes sympas pour donner une bonne odeur et détendre les muscles. Et puis les délices ne s'arrêtent pas là. Comme le dit un dicton des étuvistes allemands du XVe siècle, « De l'eau dehors, du vin dedans, soyons joyeux !» Et oui, parce qu'aux étuves, on peut aussi manger et boire, évidemment. Une petite planche en travers de la baignoire, une petite nappe, et hop, c'est la régalade. Et ce n'est pas tout, il y a également un barbier de service qui peut s'occuper de vos cheveux, de votre barbe, vous épiler, vous poser des ventouses et vous faire une petite saignée si jamais l'envie vous prend de faire un malaise vagal dans votre cuveau. Et puis bien entendu, il y a un dernier service qu'on trouve facilement dans les étuves, la compagnie féminine tarifée. Là-dessus, la réputation des étuves parle d'elle-même. Rapidement, elles deviennent le lieu par excellence où l'on peut se livrer à ce type de commerce charnel sous couvert de pratiques fort recommandables visant à se laver et à se soigner. Pas facile de savoir d'ailleurs qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier. Est-ce que ce sont les étuvistes peu scrupuleux qui ont décidé d'élargir leur offre de services ou les prostituées qui ont commencé à fréquenter ces établissements pour trouver des clients déjà déshabillés? Toujours est-il que cette réputation sulfureuse va coûter très cher aux étuvistes. En effet, le XVe siècle vit une sorte de retournement moral assez marquant qui accompagne d'ailleurs les discours moralisateurs omniprésents qui mèneront finalement à la Réforme. À partir de ce dernier siècle médiéval, ce qui auparavant ne posait pas trop de problèmes devient subitement insupportable aux autorités et aux directeurs de conscience et finalement à la société tout entière. La mixité dans les bains publics notamment prend du plomb dans l'aile et les règlements municipaux se multiplient pour séparer les sexes, soit géographiquement dans des établissements spécialisés, soit chronologiquement avec des horaires différenciés. Les étuves, accusées d'être des lieux de débauche et de violence, sont de plus en plus pointées du doigt. De toute façon, ça sent la fin pour les étuves. Le XVe siècle cumule les facteurs mettant les étuvistes à la peine, même les plus honnêtes d'entre eux d'ailleurs. Déjà, premier facteur, le bois commence à se faire rare. Le développement industriel, la reprise économique après le passage de la peste et la frénésie de construction rendent le bois rare et cher, déséquilibrant la balance économique des étuves qui en consomment un max. Dans le même temps, on voit se multiplier les bains privés. Les riches bourgeois et les grands seigneurs construisent de véritables salles de bain dans leurs hôtels particuliers, ce qui achève de faire des étuves un repère de prolétaires. Et puis, il y a les préoccupations sanitaires également. La peste, qui revient tous les 20 ans, et la syphilis, à l'extrême fin du XVe siècle, viennent ajouter un clou au cercueil de ces lieux où la promiscuité et le contact des corps en sueur est presque une règle finalement. Moralité, économie, épidémie, tout tombe en même temps sur la tête des pauvres étuveurs et met ces bains publics en grave difficulté. Vous êtes en train de foutre en l'air mon business là!
À Strasbourg, par exemple, c'est très clair. En 1482, une nouvelle constitution est adoptée. Et d'un trait de plume, la corporation des barbiers et des baigneurs est supprimée. Ses anciens membres ne siégeront plus au Grand Conseil qui dirige la ville. Ça faisait pourtant 150 ans que ces deux métiers associés dans la même corporation participaient à la vie municipale, mais leur exclusion paraît finalement assez logique. Depuis des années maintenant, les étuveurs n'arrivaient plus à trouver en leur sein de personnalités assez riches pour faire une croix sur son gagne-pain en se lançant dans la politique pour les représenter. Pendant ce temps-là, les barbiers, eux, ont les poches pleines. Leur nombre augmente car la mode des bains privés augmente le besoin que les particuliers ont pour des soins à domicile. Autre problème, les étuveurs sont très mal vus. Comme l'entrée dans leur guilde est gratuite et ne requiert quasiment aucun apprentissage, elle est par excellence le réceptacle de tous ceux qui ne peuvent pas travailler ailleurs, notamment les prostituées qui cherchent à se reconvertir. D'ailleurs, la guilde des baigneurs est une des plus féminisées de Strasbourg. En 1444, par exemple, il y avait 3 maîtresses baigneuses parmi les 20 membres qui constituaient la guilde. Dans l'ensemble donc, ça va mal. En 1470, les baigneurs ont même dû vendre leurs poêles, leur stube quoi, c'est-à-dire leur quartier général. Quand on commence à vendre les meubles, généralement, c'est que ça va pas fort. Au début du XVIe siècle, il ne reste plus que 4 étuves actives sur les 13 que comptait la ville au début du XVe siècle. Et ce déclin, on le voit un peu partout. À Paris également, l'étiage est atteint à la fin du XVIe siècle. Ne subsistent alors plus que les étuves vraiment essentielles à la propreté quotidienne, mais sans le faste et la bombance qu'on pouvait y voir au Moyen-Âge. Mais alors dans tout ce marasme, on a quand même oublié un dernier élément qui a fortement nui aux étuves et à leur joyeux bazar. L'essor des cures thermales. Ah, ça vous l'aviez pas vu venir, hein. Vous n'imaginiez pas qu'au Moyen-Âge, on allait déjà passer ses vacances à Baden-Baden pour soi-disant soigner ses rhumatismes, hein. Eh bien, détrompez-vous, le thermalisme au Moyen-Âge, c'est un truc de ouf. Pour découvrir tout ça, direction les profondeurs boisées des montagnes. Ah, les cures thermales médiévales, ça c'est quand même quelque chose. Bon, vous le savez, ce n'est pas un phénomène nouveau. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode sur Peyre Aoutier, le dernier des cathares. Eh bien au tout début, lorsqu'il va en Italie chercher les derniers bonshommes, il atterrit en Lombardie, au pied des Alpes, dans un patelin qui s'appelle Acqui. Ça vous dit quelque chose ? Les derniers bonshommes étaient justement terrés là-bas au tout début du XIVe siècle, parce qu'avec les allées et venues incessantes d'étrangers venus prendre les eaux, on faisait moins attention à eux et à leur style de vie un peu étrange. Eh bien, c'est loin d'être le seul endroit comme ça. À la même époque, un médecin italien du nom de Gentile da Foligno dresse dans son ouvrage De Balneis une classification des sources d'eau naturelles en Italie en fonction des maladies qu'elles peuvent soigner. Pise, Viterbe, Lucques, Padoue, de nombreux endroits sont déjà reconnus pour la qualité de leurs eaux. Le marquis de Mantoue, par exemple, séjourne longuement à Acqui en 1435 pour se soigner d'une terrible goutte qui l'handicape lourdement. Apparemment, le séjour le guérit complètement, ce qui n'est pas loin d'être un miracle quand même. Peu à peu, une nouvelle médecine par l'eau renaît, en lien avec la réception des textes de médecins persans et arabes. Les médecins apprennent par exemple à détecter les éléments présents dans l'eau. Si l'eau est salée, c'est du sel, hein, ça c'est pas dur, mais au goût on peut également détecter les eaux ferreuses. Si l'on trouve des petits flocons blancs dans l'eau, c'est qu'elle est chargée en alun. Et en découvrant la teneur des eaux en minéraux et en métaux, on peut échafauder en fait toute une théorie en lien avec les humeurs du corps et les équilibres. Et paf, la science du thermalisme vient de naître. On n'a plus qu'à construire de grands complexes hôteliers
et c'est parti! Et ça justement, ce sont les Allemands et les Suisses qui vont s'en charger. Comme ils n'ont pas de grandes universités, ils découvrent dès le XIVe siècle cette nouvelle médecine dans les universités italiennes. Tout contents, ils reviennent chez eux avec une idée en tête, développer le tourisme thermal ici, dans l'espace germanique. Bah oui, il faut dire que tout autour de l'arc alpin, ça fourmille de sources chaudes, toutes prêtes à accueillir des malades grabataires. Baden-Baden est déjà connu à l'époque romaine d'ailleurs, les soldats du camp légionnaire de Strasbourg s'y rendaient pour prendre du bon temps entre deux expéditions punitives. Wiesbaden, par exemple, construit une grande piscine communautaire dès 1232, Wildbad en forêt noire est fondé ex nihilo au début du XIVe siècle, mais c'est surtout Baden en Suisse, proche de Zurich, qui développe le concept à fond dès le XIe siècle. Au XIVe siècle, la nouvelle ville thermale est reconnue dans toute l'Europe pour la qualité de ses eaux soufrées et attire bon nombre de malades ou même de bien portants qui viennent pour y passer du bon temps. Les statuts des chanoines de Zurich, par exemple, les autorisent même à s'y rendre 2 fois par an sans perdre leurs indemnités de présence au chapitre cathédral, c'est quand même un cadeau sympa. Alors on se met à construire à tour de bras. Le Hinterhof, par exemple, est l'auberge la plus en vue, notamment grâce à son incroyable système de bassins alimenté par le dessous qui offre pour les baigneurs, aux bourses bien remplies quand même, une expérience de baignade unique avec l'eau qui remonte du fond en leur chatouillant les orteils. Il y a des hôtels, des bains privés très sélects ou alors de grands bassins pour accueillir une plus large clientèle. Bon, en vrai c'est de la villégiature, donc il faut quand même avoir les moyens, c'est pas forcément le pecno du coin de la rue qui va venir poser sa serviette. Et apparemment, la station thermale de Baden, c'est un monde à part. En 1416, un jeune humaniste italien, Poggio Bracciolini, découvre la ville durant son séjour au Concile de Constance, pas très loin de l'endroit. On a gardé une lettre assez savoureuse où il raconte cette expérience, accrochez-vous bien, ça vaut le détour. Au centre de la ville s'étend une immense place, et tout autour des bâtiments magnifiques capables d'accueillir les foules. Dans les bassins, les femmes entrent dans l'eau toutes nues, sous les yeux des hommes, montrant aux hommes leurs parties naturelles et leurs fesses. J'admirais l'innocence de ces gens qui n'attachent pas leurs yeux à ces détails et n'imaginent ni ne disent rien de mal. Au-dessus des bassins courent des galeries où les hommes s'installent pour observer et discuter. Pour ma part, c'est de là que je dévorais tout des yeux. Des maris voyaient leurs femmes touchées par des étrangers et ne s'en émouvaient même pas, chantant, dansant et buvant dans l'eau au son de la cithare. Et c'est un spectacle charmant de voir des jeunes femmes dans la plénitude de leur forme nubile se tenir et se mouvoir comme des déesses. Tandis qu'elles chantent, leurs vêtements leur font une traîne à la surface de l'eau, au point qu'on les prendrait pour des Vénus ailées. Bon, en gros, il s'est bien rincé l'œil, quoi. Finalement, Poggio revient chez lui avec un seul regret. Comme il ne sait pas parler allemand, il n'a pas pu profiter pleinement de la galante compagnie dénudée qui fréquente les bains suisses. Et ça, visiblement, ça lui est un peu resté en travers de la gorge quand même. Moi, je sors tout juste d'un lounge Uberpool et... C'est mort. D'accord. En tout cas, au XVe siècle, aller prendre les eaux est un loisir devenu très à la mode parmi les bourgeois de l'espace rhénan. D'ailleurs, des fois, c'est assez cocasse. Jean Geiler de Kaysersberg, par exemple, est connu pour sa droiture morale, qui confine tout de même à la rigidité. Il fustige ainsi les femmes et les hommes qui prennent trop de plaisir à se baigner et qui accordent ainsi trop d'attention à leur corps, alors qu'ils devraient plutôt soigner leur âme. Et qui c'est qu'on retrouve en 1481 en train de se la couler douce à Wildbad, en plein cœur de la forêt noire, les doigts de pied en éventail dans les sources d'eau chaude? Mais oui, c'est bien notre cher prédicateur. Dans sa correspondance avec son ami Schott, il se délecte d'ailleurs des aménités de la cité thermale, pendant que son ami se plaint, lui, d'avoir choisi de prendre les eaux à Baden-Baden, dans un endroit aussi sauvage, quasiment perdu dans des montagnes peu accueillantes et noyé sous la pluie.
Mais bon, normalement la cure thermale, ça n'est pas censé être un plaisir, hein, c'est une prescription médicale, attention. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, les effets réels de la baignade sont tout de même sujets à caution. D'un côté, on a les médecins qui y envoient leurs patients et qui prescrivent des cures drastiques. Jeûne et prière avant et surtout pendant le séjour, avec des immersions quotidiennes de 4 à 9 heures de suite pendant 2 à 6 semaines. Autant dire qu'à ce rythme-là, votre peau ressemble rapidement à une vieille serpillière. De l'autre côté, les patients prennent plutôt ces prescriptions comme des recommandations, on va dire, hein, et ils vont se tremper de temps en temps entre 2 repas, histoire de pouvoir dire qu'ils ont fait une cure. Et s'ils rencontrent en chemin une dame un peu leste, hein, aux courbes affriolantes, autant dire que la baignade risque d'être d'encore plus courte durée. Drôle d'atmosphère en tout cas, hein, ce passage de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance. Alors qu'en France, la pudibonderie triomphe et que les étuves reculent, dans le monde germanique au contraire, les bains thermaux se multiplient et drainent une clientèle toujours plus riche, plus bigarrée et en mal d'hédonisme. Peu à peu cependant, c'est la vision même de la propreté qui évolue. On entend souvent dire qu'à l'époque de Louis XIV par exemple, on voyait la crasse comme un bouclier protecteur, une sorte de carapace naturelle contre les maladies. Alors, ça n'est pas tout à fait exact, mais ce qui est vrai, c'est que les bains chauds n'auront pas très bonne presse à partir du milieu du XVIe siècle. Là où les médecins médiévaux louaient les effets de l'eau chaude, qui détend, apaise et pénètre dans l'organisme pour en secouer les humeurs trop froides et trop amères, le XVIe siècle et le XVIIe siècle, au contraire, voient l'eau chaude comme ouvrant dangereusement la voie aux miasmes qui pourraient en profiter pour s'introduire dans l'organisme affaibli. Et c'est pas des blagues, En 1610 par exemple, Henri IV fait quérir son ministre des Finances, le fameux Sully. Le messager trouve le duc en train de prendre un bain, médical attention, c'est pas pour le plaisir. Tout pressé de répondre à la demande de son royal suzerain, il se rhabille en vitesse, mais le roi change alors d'avis. Il estime qu'il est trop dangereux pour son ministre de sortir ainsi, encore affaibli par son bain, et lui intime au contraire de se reposer jusqu'à ce qu'il ait regagné ses forces. Henri IV lui-même ne devait pas prendre beaucoup de bains puisqu'on disait souvent qu'il puait comme une vieille charogne. Vous pourrez toujours essayer ça en tout cas la prochaine fois quand vous serez en retard à une réunion, Oui, mais j'étais en train de prendre une douche et ça m'a fatigué, j'avais besoin de prendre un arrêt de travail, on sait jamais, si votre boss est un roi du XVIIe siècle, ça pourrait quand même marcher. Je leur interdis de faire la grève, vous m'entendez ? Mais attention, ça n'est pas que la Renaissance est volontairement sale. C'est plutôt qu'on attribue désormais le meilleur pouvoir lavant au fait de changer de chemise fréquemment et de se frictionner le corps à sec. Changement de mœurs, en fait, voilà tout. Charles Perrault, oui, le chaboté, celui-là même, dira d'ailleurs que le lavage par friction et par changement de chemise est bien supérieur au bain, mais que les anciens ne pouvaient pas le savoir car ils n'avaient pas encore de linge aussi qualitatif que les Français du XVIIe siècle. Et paf, voilà pour le bain. Bon, le gros avantage, c'est qu'au moins ils n'avaient pas les doigts de pied fripés en sortant de la baignoire. Bon, mais ça c'est l'époque moderne, et c'est une toute autre affaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, nous, Qu'est-ce qu'on retient de l'hygiène médiévale ? 1000 ans sans un bain, vraiment ? Des chevaliers crados et des paysans qui vivent dans la fange en se mouchant du coude ? Comme vous l'avez compris, la réalité est un peu plus nuancée. Le bain est au contraire, durant tout le Moyen-Âge, un moment important de la vie quotidienne et un geste d'hygiène corporelle qui n'est pas négligé. Alors, ce n'est pas le seul, bien entendu. On n'a pas parlé du soin des dents, par exemple, ni de la lessive, du ménage, de la poussière, des poux, des puces, etc. Mais si on l'avait fait, l'épisode aurait duré 4 heures. Alors non, je vous vois venir, 4 heures c'est beaucoup trop pour moi, je serais mort de vieillesse avant que le montage soit fini, voyons. Alors attention, n'allons pas jusqu'à dire que le Moyen-Âge était propre, évidemment. Si on utilise nos standards de propreté actuels, au moins pour les pays occidentaux, le Moyen-Âge nous apparaît comme une période indéniablement sale. Ne serait-ce déjà parce que les produits d'hygiène ne sont pas aussi accessibles qu'aujourd'hui, ni aussi efficaces, et l'eau est également beaucoup moins abondante. Et puis, à la question de la propreté ressentie, de ce qu'on voit et de ce qu'on sent sur les personnes, il faudrait ajouter un dégoût profond, causé par les conditions de vie elles-mêmes.
L'évacuation des déchets, par exemple, était une véritable catastrophe, et de nombreuses rues aujourd'hui charmantes et accueillantes des vieux centres-villes européens étaient au Moyen-Âge des cloaques à ciel ouvert, notamment le pont du Corbeau à Strasbourg d'ailleurs. Et puis les questions d'asepsie seraient également un énorme gouffre pour nous, qui avons l'habitude de mettre de la javel dans les toilettes et du gel hydroalcoolique sur nos mains. Rappelez-vous également que les alcools forts, les liqueurs titrant à plus de 40 degrés, n'étaient pas vraiment monnaie courante avant la toute fin du XVe siècle en Europe. Donc allez désinfecter des surfaces sans alcool fort, pour ne rien dire évidemment de la qualité de l'eau qui était à disposition. Cela étant, n'oublions pas deux choses. La première, vous le savez puisque vous avez écouté l'épisode sur le froid au Moyen-Âge, c'est la température et la difficulté à trouver du combustible. Prendre des bains, c'est bien utile, ça c'est sûr, mais quand il fait moins 10 degrés dans votre maison, tout de suite l'envie vous passe. Et puis l'eau chaude pour le bain consomme un carburant précieux, dont on a aussi besoin pour d'autres choses, donc il y a forcément une question de priorité. Entre être propre ou mourir de froid, a priori le choix est vite fait. Et deuxième chose sur laquelle on va conclure, ces conditions de vie spartiates, d'une hygiène qui nous semble douteuse, mais sur laquelle les médiévaux étaient néanmoins intransigeants, ces conditions de vie sont la norme historique. Notre douche chaude et notre eau courante n'ont pas plus d'un siècle, donc posons-nous plutôt la question. Et si moi, demain, je n'avais plus accès à ce confort que je connais, qu'est-ce qui m'importerait le plus ? Si on se replace dans l'univers mental des médiévaux, où l'énergie est rare et donc où il faut faire des choix, qu'est-ce qu'on jugerait le plus important ? Est-ce qu'on utiliserait nos bûches pour se faire couler un bain, quitte à grelotter durant les longues nuits d'hiver ? Est-ce qu'on consommerait l'argent durement gagné à la sueur de notre front pour acheter du savon de bonne qualité ou pour manger à notre faim ? Est-ce que même en rentrant de notre journée de travail de 10 ou 12 heures, on aurait encore l'envie de sortir le pot, d'aller à la fontaine le remplir d'eau, de le faire chauffer, de prendre le bain, puis de le vidanger et de se sécher en se salissant les pieds sur le sol en terre battue, ou est-ce qu'on utiliserait plutôt ce temps pour dormir ? De mon côté, je préfère être propre que me chauffer beaucoup. Donc je pense que je prendrai quelques bûches pour faire bouillir mon eau et éviter de m'intoxiquer, et pour être sûr que ma vaisselle soit bien propre. Et oui, chacun ses tocs. Et vous ? Que feriez-vous ? Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble des ouvrages que j'ai consultés, et il y en a beaucoup, et des morceaux de musique que j'ai utilisés dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner, c'est gratuit et ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir encore plus, vous avez désormais 2 nouveaux moyens de le faire. J'ai lancé une page Patreon sur laquelle vous pouvez vous abonner selon 3 formules en fonction de votre envie et de votre budget. Vous y retrouverez également des épisodes premium disponibles à l'achat ponctuel. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, le lien est en description. Et deuxième moyen, j'ai ouvert une boutique de produits dérivés, de goodies, arborant fièrement le logo que j'ai dessiné moi-même pour le Moyen-Âge dans tes oreilles. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve bien entendu dans la fameuse description de l'épisode. Et pour le prochain épisode, je vous emmène rencontrer le... Non. Vous savez quoi ? On va faire les choses un peu différemment, j'ai envie de tenter quelque chose. Je vais vous faire une petite surprise d'ici 2 semaines, et cette petite surprise contiendra un indice sur le thème du prochain épisode. J'ai hâte de vous présenter ça et de voir si votre sagacité saura triompher de ce petit jeu de piste. Alors bonne chance et à la prochaine!